Dans ce laboratoire, tout est contrôlé. La température, la luminosité, l'équilibre du régime alimentaire des rats. La présence d'une caméra est exceptionnelle. Pour éviter toute contamination venant de l'extérieur, nous avons d'abord dû passer à travers un sas de décontamination et enfiler la même blouse stérile que les laborantins. Nous avons collé au plus près des normes internationales existantes et non seulement nous y avons collé, mais nous les avons dépassées pour être sûr de ne pas être critiquables à ce niveau. Alors ces protocoles consistent à prendre par exemple, dans notre cas, 200 rats, à les prendre homogènes, vérifier au niveau génétique, au niveau bactérien, au niveau viral, et les répartir dans des cages et les pucer, c'est-à-dire avoir des puces électroniques qui les identifient, de manière à ce que le personnel lui-même ne sache pas ni quel est le traitement, ni quel est le rat exactement dans quel groupe de traitement il est. C'est une étude menée en double aveugle, c'est-à-dire que personne dans le personnel ne sait à la fois quels sont les rats, avec quoi ils sont nourris. Quand on teste des médicaments pour l'homme, ces études sont faites aussi en double aveugle, pour qu'il n'y ait aucune possibilité de manipulation, entre guillemets, en cours d'étude. Le laboratoire où se déroule l'expérience ne dépend pas de l'université de Caen. C'est un laboratoire agréé, spécialisé dans ce type d'études pour l'industrie chimique ou pharmaceutique. Ces clients peuvent donc parfaitement être ces mêmes compagnies qui produisent les OGM. Paranoïa ou prudence indispensable, le lieu sera tenu secret durant toute la durée de l'étude, afin d'éviter que des pressions, voire des menaces, ne soient exercées. Il y avait déjà eu des études, mais ce sont des études, par exemple, de nutrition sur gros mammifères, par exemple sur vaches, mais 2 ans de la vie d'une vache ou d'une chèvre, c'est seulement quelques mois de la vie d'un rat. Hein. Donc il faut parler d'études non pas de 2 ans, mais d'études vie entière. Et là, on va voir que c'est aussi long que la vie des animaux. Et quand on a des études de vie entière, il s'agit non pas simplement de mesurer la carcasse, le poids des animaux, comment ils survivent, mais il s'agit de mesurer tous les paramètres sanguins et tous les paramètres qui sont au niveau des organes. Et donc là, c'est la plus longue et la plus détaillée des études. Nous avons testé pour la première fois au monde, c'est l'OGM seul, l'OGM avec du Roundup et le Roundup dans sa formulation, c'est-à-dire tel que ça n'avait jamais été testé, tel que les agriculteurs l'utilisent ou tel qu'il peut rentrer dans les aliments. Alors pourquoi ça n'avait jamais été testé? Parce que les compagnies, elles faisaient leurs tests soit avec de l'OGM traité au Roundup, comme il se doit, et donc on ne pouvait pas différencier l'effet OGM de l'effet Roundup, soit elle faisait, sans le préciser, le test sur l'OGM. Il n'y avait pas vraiment de standard à ce niveau. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est enfin tordre le cou à la question, est-ce dû à l'OGM ou est-ce dû aux pesticides? Alors que pendant plus de 10 ans, les commissions nationales ne se préoccupaient pas de l'effet pesticide. Donc pour prévenir ces questions, on a pris l'OGM qui représente le maïs, plante la plus cultivée en Europe au niveau des OGM, et le caractère tolérance au Roundup qui correspond à 80% des OGM du monde. Donc à la fois la plante la plus cultivée en Europe en tant qu'OGM et en même temps le caractère le plus importé au monde, la tolérance au Roundup. Et puis on a mis le Roundup tout seul, alors à 3 doses. Première dose, la dose qu'on reçoit dans l'eau du robinet quand elle est contaminée, quand au printemps ou à l'été, on va désherber les champs ou les jardins. Deuxièmement, la dose qui est présente dans les OGM, qui est beaucoup plus, qui peut être jusqu'à 100 fois plus, et qui va être là absorbée par la plante quand on fait de l'OGM. Et puis la 3e dose, c'est la moitié de ce que va recevoir l'agriculteur quand il va épandre. Nous avons fait des études sur 2 ans, mais qui ne sont pas des études de cancérogénèse. Les études de cancérogénèse sont normalement faites sur des groupes de 50 rats. Mais il n'y avait aucune raison d'émettre l'hypothèse que ce maïs était cancérogène. Toute la communauté internationale ne le pensait pas. Et donc nous ne pouvions pas faire un protocole comme si nous étudions un produit cancérogène, comme si on étudiait les effets du tabac ou de l'amiante. 200 rats donc, répartis en groupes de 10 rats. Mais pourquoi des groupes de 10 rats au juste? L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments considère aujourd'hui qu'il faudrait utiliser des groupes d'au moins 20 animaux pour écarter avec certitude la possibilité de confondre un effet dû au hasard
au fait qu'un rat n'est jamais identique à un autre, avec un éventuel effet OGM. Premier constat, bien que préconisant des groupes de 20 rats, l'agence n'est jamais revenue sur ses avis antérieurs favorables aux OGM. Des OGM pourtant testés sur des groupes de 10 animaux seulement. Autre constat, à ce jour, la réglementation, qu'elle soit française ou internationale, n'impose toujours pas aux industriels d'augmenter la taille de ces groupes tests. En fait, il n'y a pas de test réglementaire au niveau international qui soit établi. Ça a même été finalement un luxe pour Monsanto de faire ces tests sur rats avec 2 doses de 90 jours. Et ils ont fait le minimum du minimum, c'est-à-dire le minimum possible. Quand moi j'ai demandé, j'étais alors sous le secret de la confidentialité pendant 9 ans, avec comme président de la commission Marc Fellous. Il me disait, mais non, mais c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que vous comprenez, alors il y a en fait 3 arguments. Le premier, c'est, pauvre petit rat, on va sacrifier des rats pour rien. Alors, pourquoi le premier argument est idiot? Parce que qui c'est qui va dire qu'il vaut mieux sacrifier des enfants que des rats? Enfin, je veux dire, c'est criminel. Donc, il vaut mieux tester ça sur des rats. Deuxième argument, mais vous comprenez, de toute façon, on va faire de la surveillance après coup. Non, mais c'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi de l'expression, étant donné qu'il n'y a pas de traçabilité et qu'il n'y a pas d'épidémiologie. Dites-moi un seul registre dans le monde où on surveille ce qu'ont mangé les gens, OGM ou pas, et où on puisse rapprocher ça à une maladie. Vous savez que sur le continent nord-américain et sud-américain, il n'y a aucun étiquetage des OGM. Troisième argument, c'est de dire qu'on n'est pas exposé à tout cela vie entière. Or, ça fait maintenant 15 ans que chacun mange des OGM tolérants au Roundup. À la demande des opposants, à la demande du public, il y a eu un très grand nombre d'analyses de toxicologie. Un très grand nombre. Le professeur Fellous fait partie de ces experts qui, après avoir eu à évaluer les OGM, en encouragent aujourd'hui l'usage. Classiquement, lorsque les autorités choisissent les scientifiques pour siéger dans les commissions, elles cherchent en général à nommer des spécialistes. Or, qui connaît mieux les OGM que ceux qui ont travaillé dans la recherche sur les biotechnologies et donc d'une manière directe ou indirecte avec les entreprises qui les ont développées? Mais les opposants disent oui, mais attention, moi j'ai fait une analyse plus sophistiquée et je vois une différence. Moi, personnellement, ma vision des choses, mais peut-être que je peux me tromper, mais ma vision des choses, si aujourd'hui, avec les tests statistiques, on ne voit rien, on peut se dire, si on ne voit rien, mais comme on n'est jamais sûr des résultats à long terme à faible dose, on autorise sur l'alimentation sur le bétail et on regarde à long cours, sur 10 ans. Parce que ce que voudraient faire les anti-OGM, c'est on interdit, on fait des tests sur 10 ans, sur 5 ans, sur 4 ans, sur 10 ans. Mais c'est un travail énorme, avec des résultats qui vont être de plus en plus compliqués à analyser. Parce que c'est vrai que statistiquement, si vous êtes pour, vous tirerez dans le sens pour. Si vous êtes contre, vous tirez dans le sens contre. Il n'y aura pas de solution. On voit toujours des différences. Toujours. On en verra toujours, et ça c'est la science. Mais les interpréter, est-ce qu'elles ont un sens biologique? C'est ça que, moi, ma principale critique aux analyses statistiques. Ce ne sont que des chiffres. Il faut qu'ils aient un sens biologique. Il faut que ça ait du sens. Sinon, c'est simplement comparer des chiffres entre des chiffres. Or, un organisme à qui on donne des OGM, c'est un organisme vivant, qui a une biologie, qui a un foie, qui a des reins. Et il faut regarder si ces différences ont un sens sur le fonctionnement du foie, des reins, du cœur, du cerveau. L'équipe du professeur Seralini a disséqué chacun des 200 rats pour analyser exactement ce qui affectait leurs organes. Le but, tenter de comprendre comment chacun des 3 régimes, OGM, OGM et Roundup seul, pouvait agir sur le métabolisme des animaux, particulièrement en ce qui concerne l'apparition de tumeurs qui, sans surprise, ne se développent seulement qu'après le 3e mois.
Alors, le nombre de tumeurs palpables, bien visibles, qui apparaissent chez les animaux au cours de l'expérience sont représentés sur cette figure. Donc là, on a les rats qui ne reçoivent que des OGM face à ceux qui mangent une nourriture normale. Vous voyez qu'il y a très peu de mâles qui ont des tumeurs. Ils sont plus résistants pendant la durée du traitement. Donc, ce que nous remarquons sur ces figures, c'est que chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, ce sont des grosses tumeurs qui font au moins 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme. Hein. Ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme, hein. Énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs, et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant. Le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. Donc, en règle générale, les rats sont plus malades et il y a plus de problèmes au niveau hépatodigestif pour les mâles et des inflammations rénales en nombre, plus graves chez les rats traités aux OGM ou traités au Roundup ou aux OGM et Roundup. Et puis, chez les femelles, c'est, comme on l'a vu, les tumeurs mammaires qui ressortent, jusqu'à 20 problèmes sur 10 rats et là, 16 tumeurs sur 10 rats. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'effet n'est pas proportionnel à la dose, comme si déjà, avec la plus petite dose d'OGM, on avait saturé le système. Peut-être que quand on met une certaine quantité d'un métabolite, ça va activer un mécanisme toxique, et que quand on en met plus, ça active un mécanisme de détoxification de l'organisme qui n'était pas activé avant. Donc le phénomène est plus complexe que ce qu'on pourrait croire. En tout cas, on ne peut pas jeter ça à la poubelle parce que, soi-disant, il n'y a pas de proportionnalité des effets. La mortalité, c'est une chose, mais encore une fois, il faut avoir une vision globale sur l'ensemble des résultats. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'une telle étude soit réalisée ? L'expérience du professeur Seralini ne doit-elle pas nous inciter à remettre en question les paradigmes sur lesquels s'appuie le génie génétique ? À nous interroger sur une science avide de débouchés techniques rapides, une science qui ne semblerait plus chercher la vérité, mais bien vouloir imposer la sienne, sans réfléchir au bouleversement qu'elle peut provoquer. D'ailleurs, ceux qui questionnent ces paradigmes dominants, comme Gilles-Éric Seralini, sont invariablement taxés d'obscurantisme. Accusé par le professeur Fellouz d'être un marchand de peur, il a défendu son honneur lors d'un procès en diffamation qu'il a gagné. On a en face de nous des opposants qui ne s'opposent pas aux données scientifiques, à la science, ils s'opposent à autre chose. Ce que j'appellerais, ce que je vous ai dit, de l'idéologie. Et là, la science, elle n'a pas son mot à dire là-dedans. On n'en parle pas. On n'est pas au même niveau de débat. Moi, je ne comprenais pas. Hein. Je venais de mon laboratoire où j'avais une certaine démarche scientifique. Je ne comprenais pas. Il y avait des experts qui nous disaient non, 1 mois, ça ne suffit pas. Il nous faut 2 mois. Non, 2 mois, ça ne suffit pas. Oh, 3 mois. Non, 3 mois, ça ne suffit pas. Alors, c'était une course en avant. En fait, j'avais bien réalisé que ce n'était pas tellement le nombre de mois, c'est plus le... Mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Au moins, les choses sont claires. On est en débat de société. On a un débat de société. Quelle société on veut aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut une société où la technique est présente mais contrôlée, ou on veut une société sans technique ? Ou une société avec des techniques qui soient contrôlées par... c'est un peu ce qui passait à la Révolution, des comités citoyens. Voilà. C'est les comités citoyens qui décident de tout. C'est une drôle de façon de présenter les choses. Moi, je pense que la recherche est au service de la société. Et que donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la société qui indique aux chercheurs dans quelle direction. Alors évidemment, il y a malgré tout, et ça, pour moi, qui suis scientifique de formation, la recherche, c'est aussi comme l'art, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne peut pas s'interdire d'avancer dans le domaine de la connaissance. Mais, encore une fois, créer des OGM, est-ce que c'est de la recherche ? Aller mettre des OGM dans des champs et mesurer simplement un transfert de gènes, est-ce que véritablement c'est de la recherche ? Est-ce qu'il y a d'autres types de recherche plus utiles ? Et qui doit le décider si ce n'est pas la société ? Quand on fabrique un OGM, ce n'est pas une recherche fondamentale. Bon, et moi je ne suis pas contre la recherche sur le principe des OGM, mais ça se fait dans des labos la recherche, ça ne se fait pas dans les champs.
Et on est très loin de connaître assez de choses sur les plantes transgéniques pour s'autoriser à les disséminer dans la nature. Tout ça, ça doit se réfléchir à l'avance. Et quand on voit que la plante elle-même, la plante transgénique, n'a pas d'intérêt pour les populations, pourquoi courir un risque pareil ? Les pro-OGM présentent les biotechnologies comme un prolongement des techniques classiques d'amélioration des plantes. À les entendre, ils ne feraient rien d'autre que ce qu'ont fait avant eux les paysans. Cette technologie serait juste un moyen plus efficace et plus rapide d'obtenir le même résultat. De surcroît, elle permettrait de résoudre le problème de la faim dans le monde en apportant aux paysans des semences mieux adaptées au climat ou permettant d'obtenir de meilleurs rendements. Sauf que ce ne sont que de belles promesses qui n'ont toujours pas d'existence réelle dans les champs. 80% des OGM cultivés à travers le monde ne servent en effet qu'à produire ou tolérer un pesticide. Les semenciers, jusqu'à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, se contentaient, entre guillemets, je caricature un peu, d'accélérer des processus qui auraient pu se passer naturellement en effectivement faisant des croisements et en sélectionnant les meilleurs résultats. Maintenant, on en est arrivé à faire du mécano de gènes, en prenant un gène par-ci par-là et en construisant en quelque sorte ces nouveaux organismes. C'est pour moi radicalement nouveau parce qu'on casse d'une certaine façon la barrière d'espèce. Mais ce n'est pas seulement la barrière d'espèce, c'est de bricoler directement à l'intérieur du génome sans avoir idée des conséquences. Les Antilles aiment bien utiliser les ressorts de la pensée magique et ils vont vous dire on a transféré un gène de scorpion dans un soja, dans un maïs. C'est scandaleux, c'est horrible quoi, d'avoir fait une chose pareille. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a été prendre sur le plan biologique? C'est qu'on a été prendre une information simplement chez tel ou tel organisme pour transférer cette information dans une plante, information qu'elle n'avait pas. On sait maintenant que tout ça ne tient pas la route du tout. Ça, on a maintenant les preuves expérimentales. Je veux dire, un gène ne donne pas une protéine, qui n'a pas qu'une fonction, qui n'a même pas qu'une forme. Toute l'information n'est pas transmise par l'ADN. Il ne reste absolument rien des bases. Et normalement, on se dit, si on était dans de la science, quand vous n'avez plus rien des bases, le reste tombe. Et on reprend les choses à zéro, et on se remet à réfléchir. Le problème clé qui est caché aux populations, c'est qu'en fait, la science n'est pas compétente dans la plupart des technologies qu'elle impose et qu'elle dissémine à toute vitesse avant d'avoir fait le tour du problème, le tour scientifique du problème. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas en génétique. C'est pas parce qu'on a fait l'analyse de l'ADN de telle bête, de telle plante qu'on a compris. On comprend à peu près rien. On constate. Et on constate certaines choses, mais il s'en ajoute d'autres. Donc un peu de modestie. Et il faudrait quand même, dans cette humilité, reconnaître qu'il est trop tôt pour balancer des produits tels que les plantes transgéniques dans la nature, parce qu'on ne sait pas bien. L'étude du professeur Seralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévues. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant 2 ans. Ceci dit, le Roundup, dans nos études cellulaires, montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc on pouvait penser que ça donnait une toxicité sur l'organisme. Donc effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait cette surmortalité. Par contre, je ne pensais pas que l'OGM en lui-même avait un effet toxique. Je ne le comprenais pas, cet effet-là, et je ne le comprends toujours pas bien, donc je n'avais pas cette hypothèse. Cependant, je voulais pouvoir différencier l'effet OGM de l'effet OGM et Roundup. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et Roundup. Mais ma plus grande surprise, ça a été de constater cette surmortalité pour l'OGM tout seul, sans Roundup. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort les femelles, et même certains mâles, que le régime contrôle. Et donc, il y a là un effet qui peut être dû soit
au gène de l'OGM qui s'est mal inséré dans la plante et qui a perturbé le reste, soit un effet métabolique secondaire. Chaque gène agit dans au moins une cinquantaine d'effets. Donc on n'a pas une relation univoque, on est dans un monde complexe et chaotique où un battement d'aile de papillon peut créer une tornade derrière de l'autre côté de la planète ou de l'autre côté de l'organisme. Et donc, le système est un système dit complexe, tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation entre un gène et son effet. Ça veut dire qu'une modification d'une céréale ou d'un maïs OGM, en fonction des gènes insérés pour le transformer en OGM, peut avoir des résultats différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cet OGM-là a cet effet-là que tous en auront, et il y en a peut-être qui en ont bien plus d'effets. Ce qui est ça, c'est quand même marquant, c'est que c'est cet OGM que mangent les Américains, voilà. Et cet OGM que nous importons et que les agences européennes, y compris françaises, ont autorisé à l'importation et à la contamination de l'alimentation. Aujourd'hui, seuls 2 OGM, un maïs et une pomme de terre, sont cultivés dans quelques pays européens. Ce qui n'empêche pas 27 millions de tonnes de soja transgénique d'entrer chaque année dans les ports européens. Ce soja sert à nourrir nos animaux de boucherie, mais il entre aussi dans la composition de nombreux produits alimentaires. Nous, ce que nous voulons avec cette étude, c'est que, il y ait un moratoire parce que c'est assez grave pour dire « écoutez, on ne va pas manger ça sans le savoir ». Et le problème, c'est qu'on a importé tout et n'importe quoi, ou qu'on a cultivé tout et n'importe quoi aux États-Unis. Et 2, que d'autres études soient refaites et qu'on oblige tous les producteurs d'OGM à refaire ce type d'études avant d'exercer leur commerce. Un moratoire suspendant la culture des OGM a été adopté par la plupart des pays européens, dont la France. Au vu des résultats de l'étude du CRIGEN, il serait peut-être temps de l'étendre à tous les OGM agricoles alimentaires. Pour établir une vérité définitive en science, il faut des équipes, du temps, des moyens. Trop cher, trop long, diront certains. Mais en acceptant ce prix, est-ce que nous n'aurions pas pu éviter des scandales sanitaires récents ? Alors, les OGM vont-ils provoquer un nouveau scénario catastrophe ? C'est à l'évidence un risque que l'on ne peut courir et dans l'attente de certitudes scientifiques, il faut employer le fameux principe de précaution dont on parle si souvent et que l'on applique si peu.